Bonjour, je m'appelle David Vauclair et je suis ravi de vous retrouver dans Au cœur du monde pour ce 166e numéro. Vous connaissez bien notre objectif hebdomadaire, 5 nouvelles de relations internationales qui auront pu retenir votre attention et la mienne. Ce podcast s'intègre dans tous ceux proposés par les écoles du groupe Compétences et Développement et je vous encourage à aller à leur découverte. Commençons par la ville la plus peuplée du monde et c'est Jakarta, avec près de 42 millions d'habitants dans son aire métropolitaine, selon un nouveau rapport de l'ONU. Elle dépasse ainsi Dhaka et Tokyo, ce qui illustre la poussée spectaculaire des mégapoles asiatiques. Mais ce record s'accompagne de défis immenses. Jakarta est surpeuplée, polluée et surtout, elle s'enfonce progressivement en raison du pompage excessif des nappes phréatiques, aggravé par la montée du niveau de la mer. C'est pour ces raisons que l'Indonésie a décidé en 2019 de déplacer sa capitale vers Nusantara, un site situé dans la jungle de Bornéo. Le projet, pensé comme une ville-forêt durable, vise à réduire la pression sur Jakarta et créer un nouveau centre politique moderne. Mais sa réalisation est semée d'embûches, retards financiers, inquiétudes environnementales, critiques sur les conséquences pour les populations locales. Un symbole de l'essor irrésistible des mégapoles, il y en avait 8 en 1975 et 33 aujourd'hui, et des limites environnementales et sociales auxquelles elles se heurtent. Poursuivons plus longuement par le Nigeria. Ce grand pays s'invite dans l'actualité pour 1000 raisons. Première démocratie d'Afrique, géant pétrolier, économie dopée par un joli plus 30% de PIB. Si ces économistes pouvaient aussi recalculer mon salaire, ce sera avec plaisir. Mais aujourd'hui, si le pays fait la une, c'est à cause d'une flambée de violence. Plus de 300 enfants encore enlevés vendredi dernier et de la rédaction tonitruante de Donald Trump qui parle de génocide contre les chrétiens. Alors que se passe-t-il vraiment? D'abord, il y a des groupes affiliés à l'État islamique comme Boko Haram, littéralement l'éducation occidentale est un péché, salafistes, djihadistes, et toujours prêts à instrumentaliser pauvreté et frustration locale. Ils ont une longue histoire de ciblage assumé des chrétiens, tout en massacrant aussi un grand nombre de musulmans qu'ils jugent apostats ou collaborateurs. Ensuite, on trouve les bandits, ces gangs criminels qui ont évolué du vol du bétail vers les enlèvements et l'extorsion. Ils viennent souvent de communautés peules du Nord, mais leur logique est avant tout économique. Ils exigent cash, véhicules, armes et frappent quiconque peut payer. Leur violence prend parfois des accents djihadistes, mais reste surtout opportuniste. Troisième source d'instabilité, les séparatistes, notamment l'IPOB, le mouvement Igbo du Sud-Est déterminé à ressusciter la défunte République du Biafra. Leurs attaques visent l'État dans un registre ethnopolitique plus que religieux. Et donc, qu'en est-il de Trump dans tout ça? Washington a de nouveau placé le Nigeria sur sa liste des pays très préoccupants pour la liberté religieuse. Trump menace désormais d'envoyer des troupes pour éliminer totalement les terroristes islamistes, tandis que son administration évoque aussi sanctions et coopérations militaires. Objectif affiché, pousser Abuja à améliorer sécurité, responsabilisation et protection des minorités. Le Nigeria lui rejette l'accusation de génocide, mais accepte volontiers l'aide antiterroriste. Alors, y a-t-il génocide chrétien ou pas? Partons de quelques vérités simples. Oui, Boko Haram a une idéologie explicitement génocidaire. Inutile de feindre l'inverse. Oui, certains dirigeants, notamment Trump, exploitent le sujet pour rallier leur base. Mais non, tout n'entre pas proprement dans une seule case. Entre djihadisme pur, criminalité lucrative et séparatisme ethnique, les violences se chevauchent et ravagent le pays indistinctement. De plus, et même si ce peut être frustrant, le terme génocide doit s'employer avec mesure, ici comme ailleurs. Notons tout de même que malgré les efforts du Nigeria pour éviter d'attiser les tensions en déployant des unités religieuses mixtes par exemple, les chiffres explosent. Le bilan des morts dus aux djihadistes ou aux bandits du premier semestre 2025 dépasse déjà celui de toute l'année 2024. Peut-être fallait-il finalement un enlèvement massif, une star du rap mobilisée, Nicki Minaj, et un tweet ravageur de Donald Trump pour que le monde enfin se réveille un peu. Continuons par les deux grands sommets qui ont marqué le week-end, une sorte de Barbenheimer géopolitique. Tous deux pourtant sans les États-Unis. À la COP 30 de Belém, deux avancées majeures émergent, un fonds de 125 milliards de dollars pour rémunérer les pays qui préservent leurs forêts et un triplement des financements pour aider les États vulnérables à s'adapter au climat. Mais l'échec cuisant reste ailleurs.
impossible de s'accorder pour mentionner les combustibles fossiles dans le texte final, sous pression des pétromonarchies et de la Russie. Résultat, la transition sera discutée hors de l'ONU lors d'un sommet colombien en 2026. Pendant ce temps, à Johannesburg, la réunion du G20 a été tout aussi fracturée. Boycott américain, refus argentin de signer quoi que ce soit, mais l'Afrique du Sud a publié une déclaration malgré tout, revendiquant un consensus suffisant. La Chine y a défendu une nouvelle initiative minière avec plusieurs pays du Sud, manière de rappeler qu'elle garde un levier décisif sur les minerais critiques. L'autre grande tendance du sommet, la centralité du continent africain et des inégalités mondiales, thème mis en avant par Pretoria, même si les engagements pris restent surtout déclaratifs. Dans les deux cas, cela devrait nous préoccuper. La science est claire, mais la politique mondiale est en panne, paralysée par la méfiance et les rivalités. D'un côté, les forêts brûlent, de l'autre, les grandes et moyennes puissances se dérobent. Malgré tout, un mince espoir subsiste. Le texte de la COP affirme que la transition vers un monde à faibles émissions est irréversible. Reste à savoir si la géopolitique laissera cette transition se produire. Achevons avec un livre d'économie, The Great Global Transformation, National Market Liberalism in a Multipolar World. Branko Milanovic propose une lecture du monde contemporain où la mondialisation néolibérale cède la place à ce qu'il nomme un libéralisme de marché nationaliste porté par la Chine, dont l'économie dépasse désormais la capacité d'intégration dans l'ordre mondial dirigé par les États-Unis. Ces derniers tentent de freiner sa montée par des mesures commerciales coercitives et peut-être bientôt militaires. L'essor des économies asiatiques comme le Vietnam et l'Indonésie a également créé une classe moyenne asiatique influente qui transforme les rapports de force mondiaux. L'auteur souligne la formation d'une nouvelle élite dirigeante en Occident et en Chine, issue de 40 ans de capitalisme non régulé, ce qu'il appelle l'homoplousie, soit une richesse issue tant des revenus du travail que ceux du capital, puis confisqués au plus grand nombre. Cette concentration de pouvoir et de richesse accentue les inégalités et alimente le populisme en Occident, la rigidité du Parti communiste en Chine et, selon lui, le renforcement des services de sécurité en Russie. Milanovic conclut que le monde est désormais multipolaire, où des institutions comme l'ONU perdent alors logiquement en efficacité. Si son analyse des nouvelles élites est saluée par la presse internationale et universitaire, certains critiques soulignent ses limites historiques et son déterminisme fortement inspiré par le marxisme. Enfin, en Afrique du Sud, Nkosazana Zuma-Nkumbe, la fille de l'ancien président Jacob Zuma, a porté plainte contre sa propre sœur, Duduzile Zuma Sambudla, aujourd'hui députée. Elle l'accuse d'avoir piégé 17 hommes, dont plusieurs membres de leur famille, en leur promettant une simple formation de garde du corps pour finalement les envoyer combattre en Ukraine aux côtés des forces russes. Il y a donc enquête pour fraude, trafic d'êtres humains et recrutement militaire illégal. Cette affaire est d'autant plus sensible que Duduzile Zuma Sambudla est déjà visée dans un autre dossier lié aux émeutes de 2021. Elle est aussi connue pour ses positions pro-russes affichées. Au-delà du scandale familial, l'affaire révèle la fragilité de la politique sud-africaine, toujours marquée par l'héritage controversé de Jacob Zuma et la difficulté pour Pretoria de rapatrier ses ressortissants coincés sur un champ de bataille lointain. Un mélange de drame familial, de géopolitique et de crime transnational pour conclure cette 166e itération. En espérant qu'elle vous aura intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à approuver, commenter, partager ce numéro s'il vous a plu. C'est toujours apprécié.